Le rôle de l'AREC, c'est d'abord de réguler les échanges transfrontaliers d'énergie électrique au niveau de l'espace communautaire. La régulation, c'est quoi? C'est de fixer les règles du jeu pour avoir une situation d'équilibre entre ceux qui définissent les politiques, les opérateurs du marché et les consommateurs finaux d'électricité. C'est de faire en sorte que dans une situation dite de monopole, où il y a un opérateur unique, que les comportements soient les mêmes que quand on était dans une situation de concurrence. Le rôle donc de l'AREC dans le contexte régional, c'est d'assurer des règles du jeu, du fonctionnement du marché régional de l'électricité que la CEDEAO veut créer, qui soient transparentes, équitables et qui créent un environnement favorable à l'investissement privé dans le secteur. Donc nous avons à fixer les règles du jeu et créer les conditions pour qu'au niveau national également, les régulateurs nationaux existent, qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils remplissent leur rôle. Oui, nous favorisons l'initiative privée parce que, comme vous le savez, nous venons de passer à la phase d'approbation du plan directeur de la production et du transport d'électricité. C'est 24 milliards de dollars environ à investir dans la période, dont 18 milliards pour la production et 6 milliards à peu près pour le transport. Cet argent, nous ne pouvons pas le mobiliser à partir de ressources publiques. Il faudrait faire en sorte que le secteur privé soit sécurisé, qu'il soit confiant et qu'il puisse mettre les ressources nécessaires à la disposition du développement des infrastructures et du fonctionnement correct du marché. Par conséquent, nous devons créer les conditions pour que ce secteur privé soit sécurisé, parce que comme vous le savez, l'argent va où il est fructifié et l'investissement va là où il est sécurisé. Notre secteur est en compétition avec les autres secteurs, notre région même est en compétition avec les autres régions. Donc nous devons créer un environnement qui soit propice au développement du secteur énergétique et que les investisseurs puissent se mettre dans ce secteur. C'est le premier rôle de l'AREC. Nous avons quand même 50 ans derrière nous, donc nous avons fait le bilan. Nous avons en moyenne moins de 30% d'accès à l'électricité au niveau de la région. Nous avons de très fortes pressions des populations, non seulement pour accéder à l'électricité, mais pour avoir une qualité de service qui soit correcte et pour avoir un prix de l'électricité qui soit conforme au pouvoir d'achat pour promouvoir le développement et améliorer le confort des populations. Aucun gouvernement, aucune entreprise ne peut être aujourd'hui muet ou sourd par rapport à cette situation de pression populaire très forte dans tous les pays pour l'accès à l'électricité et à la qualité des services, mais également pour le prix, puisque nous payons dans notre région le prix le plus cher du monde et nous avons une qualité de service médiocre. Donc, ma conviction, c'est que aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Collectivement, nous devons engager le combat de la bonne gouvernance, le combat de la transparence, le combat de la stabilité et le combat d'une situation d'état de droit qui permette quand même de réduire le coût des risques que nous payons sur nos investissements. Oui, nous avons évoqué hier la vérité des prix. Les politiques sont toujours réticents quand on évoque la vérité des prix à court terme. Mais il faut voir que le pendant, c'est que dans notre plan directeur que nous venons d'adopter, sur les 10 000 MW de production, les 7 000 MW, c'est de l'hydroélectricité. Donc c'est de l'électricité nettement moins chère. Si nous arrivons à promouvoir des projets régionaux tels que nous l'avons défini dans le profil, et on doit y arriver avec la stratégie de mise en œuvre qui a été décrite, nous arriverons à des coûts d'électricité au consommateur final qui seront nettement plus bas que ce que nous pratiquons aujourd'hui. Donc, si nous avons un mix qui est conforme au plan que nous avons donné, si tout le monde s'y met, appliquer la vérité des prix ne sera pas un problème parce que les populations paieront de toute façon une électricité moins chère et de meilleure qualité que ce que nous leur servons aujourd'hui. Il faut que les populations perçoivent clairement l'effort additionnel que l'État déploie pour leur fournir le service de l'électricité.
qu'ils sachent que quand il y a une subvention, que cette subvention est en compétition avec les dépenses de santé, avec les dépenses d'éducation, avec les dépenses pour le développement de l'agriculture, avec les dépenses pour l'approvisionnement en eau. Donc, que de façon réaliste, qu'ils comprennent que cette compensation est là, mais qu'elle n'est pas durable. Parce que autant on mettra à subventionner l'électricité, autant on privera les populations pauvres à accéder aux pistes de production, à participer à l'éducation de leurs enfants et également à régler les problèmes de santé primaire. Par conséquent, ce discours, si nous le comprenons bien, que l'État n'a pas des ressources infinies, chacun doit y mettre du sien, donc il faut créer les conditions pour que le secteur privé, qui a des ressources, au lieu d'investir seulement sur la spéculation immobilière, au lieu d'aller planquer ses ressources dans des paradis fiscaux parce que tout simplement il ne peut pas investir chez eux, sache que le secteur de l'électricité est aussi compétitif que celui des télécommunications ou bien des technologies de l'information et de la communication et que le patriotisme devra inciter à ce que, quand les conditions sont réunies, qu'ils viennent mettre les billes dans l'exploitation du secteur. Et je crois que c'est le plaidoyer que nous avons mené au Burkina Faso, c'est le plaidoyer que nous avons mené en Sierra Leone et un peu partout, pour que l'on comprenne que tous les efforts que nous déployons seront vains si nous n'avons pas la stabilité et la paix, mais tous les efforts seront vains si nous ne mettons pas toute notre énergie à ériger un état de droit où on respecte les règles du jeu et que ceux qui édictent les règles soient les premiers à se soumettre à ces règles. Oui, je peux dire qu'aujourd'hui, le modèle de structuration du secteur du Ghana est celui qui concentre les meilleures pratiques en la matière, du point de vue des textes qui ont été mis en place, mais du point de vue également de l'effort qui est déployé pour sa mise en œuvre. Nous savons que le marché national de l'électricité va être différé un peu parce qu'il y a encore des réglages, mais nous pensons qu'il est important qu'il y ait un minimum d'harmonisation institutionnelle. Tout comme quand on mettait en place le plan directeur, nous avons dit qu'il y a un minimum d'harmonisation technique pour s'assurer que l'ensemble des dispositions infrastructurelles qui sont mises en place dans les différents pays peut fonctionner dans un ensemble cohérent. Autant du point de vue institutionnel, nous avons un minimum de réformes à mener partout dans l'espace communautaire pour avoir des règles harmonieuses d'organisation, d'affectation des coûts, mais également de restitution pour que l'on puisse avoir, du point de vue de la comparaison, mais du point de vue également de la fixation, par exemple, du tarif de transport, de la fixation des règles de coût des réserves, qu'on ait des éléments qui soient comparables. Et je pense que de ce point de vue, au Nigeria, ils ont tout l'arsenal juridique nécessaire pour avancer, mais ils ont eu encore une longueur d'avance par rapport au Ghana. Et je suis sûr qu'ici en Côte d'Ivoire, après cette sortie de crise qui a duré plus d'une décennie, nous allons résolument nous engager dans la voie de restructuration, de réorganisation du secteur, parce qu'il s'agit ici d'un maillon extrêmement important également du dispositif. Et historiquement, la Côte d'Ivoire a joué le rôle de leader dans le processus d'intégration énergétique. Je l'ai cité en l'exemple la création de l'UPDA, la mise en place de l'école supérieure interafricaine de l'électricité. Mais les réformes sont parties d'ici. C'est ici, en 1991, que le gouvernement a décidé, avec le Premier ministre d'alors, qui est aujourd'hui à la tête de ce pays, ont décidé d'ouvrir au secteur privé et de briser les tabous par rapport à un monopole de l'État qui dit que c'est un secteur de souveraineté, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je pense qu'après le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire également va prendre la place qui est la sienne dans le dispositif de construction du marché régional. Oui, vous savez, quand on parle de pouvoir d'achat ou capacité de payer des populations, en fait, avec un service de net moindre qualité,
les populations rurales dépensent aujourd'hui plus pour se procurer l'énergie, pour l'éclairage, pour les besoins essentiels que ce qu'ils auraient payé pour une facture d'électricité. Le problème, c'est d'amener les infrastructures sur place. Ils n'ont pas la possibilité de rémunérer la mise en place des infrastructures, mais ils ont la capacité de payer le service de l'électricité une fois l'infrastructure sur place. Et nous avons dans la région des montages inédits du point de vue de cette stratégie de développement de l'accès de l'électricité dans les zones rurales. Au Sénégal, vous avez l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale. Au Mali, vous avez l'Agence malienne de développement de l'électrification rurale et des énergies renouvelables. Au Bénin, vous avez la BERM, ainsi de suite. C'est des mécanismes. Et au Ghana, vous avez, avec la Commission de l'énergie, un dispositif institutionnel qui est mis en place pour booster l'accès des populations. Donc, nous devons trouver des mécanismes spécifiques de simplification des normes, mais également de montage, de subvention de l'investissement initial avec l'appui des partenaires au développement pour développer l'infrastructure d'accès en zone rurale. Puisqu'on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler d'impulser des pays émergents quand vous avez 50% de la population qui est en rade. Et ceci, c'est un défi extrêmement important et urgent. Et aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire. On ne peut plus se payer le risque de satisfaire les populations urbaines par rapport à un certain nombre d'infrastructures et de laisser de côté les populations rurales. Et même dans le plan directeur du transport que l'on vient de dire, avec les lignes d'interconnexion, il n'est pas juste de traverser des zones considérables, des milliers de kilomètres, et puis de laisser des populations qui sont traversées par ces lignes sans électricité. Et nous avons des techniques légères, nous avons le soutirage capacitif qui peut permettre directement de faire de petites alimentations en production. Mais nous avons un potentiel considérable en énergie renouvelable. Et ceci, c'est un autre volet de ce plan directeur qui est extraordinairement bien conçu. Parce que 10% du mix énergétique doit provenir des énergies renouvelables hors charbon. Nous avons des projets importants au Burkina Faso. Nous avons des projets importants au Sénégal. Plus de 100 MW qui sont à partir des sources d'énergie alternatives. Ceci nous conforte dans le fait que le prix de l'électrification rurale n'est pas prohibitif. Et les populations ont la capacité de payer si on amène l'infrastructure. Parce que leur facture d'électricité sera nettement inférieure à ce qu'ils utilisent aujourd'hui comme ressources pour avoir du pétrole lampant, pour avoir des piles pour alimenter leur poste radio ou bien leur téléviseur qu'ils font rechercher dans les temps. Et également, l'électrification, c'est l'âme de notre civilisation actuelle. C'est un moteur de développement. Là où vous amenez l'électricité, c'est des nouvelles activités productrices qui vont se créer. C'est de la génération de revenus que vous avez et qui règle de facto le problème du règlement des factures comme les gens en ont souvent l'appréhension.